Ces hommes commettent un acte qui leur coûtera peut-être la vie. 7000 Portugais font face à 40 000 ennemis. C'est le moment décisif. La plus petite armée d'Europe contre la plus grande machine de guerre du continent. En un instant, Nuno trouve l'opportunité et ordonne la manœuvre. Les Castillans tombent dans le piège. Les Portugais explosent de détermination. Le victorieux Nuno s'approche et regarde l'ennemi fuir, mais l'atmosphère change. Ce ne sont pas seulement des soldats qu'ils ont vaincus, c'est tout un empire. L'horreur paralyse l'Europe. Maintenant, assoiffé de gloire, le Portugal ira après eux. Nuno sait ce qui les attend cette nuit. Il dit adieu à sa mission. C'est fait. Nous sommes libres. Ceci est l'histoire de la bataille la plus légendaire de tous les temps. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, nous devons retourner au début. Acte 1. Un royaume au bord du gouffre, août 1385. Une colline près d'Aljubarrota, Portugal. 7000 hommes enterrent leurs propres armes dans le sol rocailleux, creusant des tranchées comme si leur vie en dépendait. Parce que c'est exactement le cas. Au loin, un nuage de poussière s'approche. Ce n'est pas une simple armée, c'est la force militaire la plus puissante que l'Europe médiévale ait jamais vue, marchant pour effacer le Portugal de la carte une fois pour toutes. 40 000 Castillans, Français et mercenaires avancent sur la route romaine qui mène à Lisbonne. Des chevaliers couverts de fer, des étendards flottant au vent, le bruit des sabots résonnant sur des kilomètres, une machine de guerre qui a déjà conquis des royaumes entiers, vient pour rayer le Portugal de l'Europe. Du côté portugais, la situation est désespérée. Dom João Ier, un bâtard qui s'est autoproclamé roi il y a quelques mois, regarde ses hommes et sait que s'il perd cette bataille, il n'y aura pas de seconde chance. Le Portugal cessera d'exister. Son nom sera oublié comme celui de tant d'autres royaumes avalés par des voisins plus puissants. À côté de lui, un jeune homme de 25 ans nommé Nuno Álvares Pereira termine d'organiser ce qui peut être appelé un miracle ou un suicide collectif. Nuno a convaincu le roi que 7000 Portugais peuvent vaincre 40 000 ennemis dans une bataille rangée. La logique dit que c'est impossible. L'histoire militaire dit que c'est de la folie. Mais Nuno a un plan. Ce qui s'est passé cet après-midi du 14 août a changé non seulement le destin du Portugal, mais le cours de toute l'Europe et, par conséquent, du monde entier. Parce que si ces 7000 hommes avaient échoué, les grandes découvertes portugaises n'existeraient pas. Le Brésil tel que nous le connaissons n'existerait pas. La langue que des millions parlent aujourd'hui serait l'espagnol. La planète serait un endroit complètement différent. Mais comment 7000 hommes ont-ils réussi non seulement à résister, mais à détruire complètement l'une des plus grandes forces militaires du Moyen-Âge? Comment une bataille qui n'a duré qu'une demi-heure a-t-elle réussi à sauver un royaume entier et à changer le cours de l'histoire mondiale? La réponse réside dans une combinaison explosive de génie militaire, de courage désespéré et peut-être d'une pincée de chance divine. Pour comprendre la folie de ce qui s'est passé à Aljubarrota, nous devons remonter 2 ans en arrière, quand le Portugal était littéralement en train de se déchirer de l'intérieur. Acte 2. La crise de succession. Le roi Dom Fernando du Portugal meurt sans laisser de fils. Il ne laisse qu'une fille, Dona Beatriz. Le problème. Béatrice était mariée à Juan Ier, roi de Castille. L'ennemi. Selon la loi médiévale, cela signifiait que le trône portugais passerait automatiquement entre les mains castillanes. Le Portugal, après 200 ans d'indépendance conquise dans le sang, était sur le point d'être avalé par le royaume voisin gigantesque. C'était comme si un pays entier allait simplement être rayé de la carte à cause d'un mariage politique mal calculé. Mais le peuple portugais avait d'autres idées. Dans les rues de Lisbonne, dans les tavernes, dans les champs, la révolte bouillonnait. Plutôt mourir portugais que vivre castillan, était le cri qui résonnait dans tout le royaume. Au centre de cette tempête se trouvait Dom João, maître de l'ordre d'Avis, fils bâtard de l'ancien roi Dom Pedro. Dom João n'avait aucun droit légal au trône. Mais il avait quelque chose de beaucoup plus puissant, le soutien populaire. En décembre 1383, dans une scène qui semble sortie d'une série médiévale, Dom João tue à coups de poignard le comte Andero, principal allié des Castillans, en plein milieu du palais royal de Lisbonne. À partir de ce moment, il n'y avait plus de retour en arrière possible.
La réponse castillane fut immédiate et brutale. Lisbonne est assiégée pendant 4 mois infernaux. Faim, peste, désespoir. Des milliers meurent de maladies et de malnutrition. Mais les Lisboètes résistent comme des gladiateurs. Les femmes prennent les armes. Les enfants transportent des pierres vers les murailles. Les vieillards fabriquent des flèches. C'est une résistance totale. Pendant que Lisbonne agonisait assiégée, dans le reste du pays surgit une figure qui changerait tout, Nuno Álvares Pereira. Acte 3. L'émergence d'un génie militaire. À 23 ans, Nuno était plus qu'un jeune noble. C'était un prodige militaire, un génie de l'art de la guerre, grand, blond, courageux au point d'être considéré à moitié fou, même par ses propres alliés. Nuno commença une campagne éclair sur le territoire portugais, reconquérant ville après ville, battant les forces castillanes dans des combats mineurs, se préparant toujours pour la confrontation finale qu'il savait inévitable. En 1384, à la bataille des Atoleiros, avec seulement 1200 hommes, il démolit une armée castillane 3 fois plus grande. C'était le signe que quelque chose d'extraordinaire se passait au Portugal. En mars 1385, les Cortes de Coimbra proclament Dom João comme roi du Portugal. Dom João Ier, premier de la dynastie d'Avi. Mais tout le monde savait que le titre sur papier ne valait rien sans des épées pour le défendre. Et Juan Ier de Castille n'était pas disposé à accepter cette rébellion sans une réponse définitive. Juan Ier de Castille décide de résoudre la question portugaise une fois pour toutes. Et quand un roi médiéval décide d'en finir avec un problème, il ne plaisante pas. Juan mobilise ce qu'il y a de plus destructeur en Europe à l'époque. Une armée de 40 000 hommes équipés du meilleur armement disponible. Ce n'étaient pas des soldats ordinaires, c'était l'élite de la cavalerie castillane. Les meilleurs chevaliers français venus directement des guerres en France. Des mercenaires génois vétérans de dizaines de batailles. Des archers professionnels. Des hommes d'armes qui avaient fait carrière en détruisant d'autres royaumes. Une machine militaire qui pouvait conquérir n'importe quel territoire de l'Europe médiévale. La stratégie de Juan était simple. Terreur psychologique suivie d'anéantissement total. Il ne se cache pas. Il ne fait pas de secret. Il annonce aux 4 vents par où il va passer, quand il va arriver, ce qu'il va faire. C'est de la guerre psychologique pure. Il veut que les Portugais sachent qu'ils sont condamnés, qu'ils se rendent avant même que la lutte ne commence. Et la stratégie semble fonctionner. Au fur et à mesure que l'armée castillane avance par la Beira, ville après ville se rend sans résistance. Almeida, Trancoso, Quelorico. C'est un tsunami de fer descendant vers le cœur du Portugal. Même des nobles portugais commencent à déserter du côté castillan, calculant qu'il vaut mieux être du côté vainqueur. En août 1385, la situation atteint la limite. Dom João Ier réunit le conseil de guerre à Abrante, et le panorama est terrifiant. 40 000 ennemis contre, au maximum, 8 000 Portugais. C'est un calcul mathématique brutal, 5 contre 1. N'importe quel manuel militaire de l'époque recommanderait une chose: fuir. La majorité des conseillers propose exactement cela. Faire une guerre de guérilla, attaquer l'Andalousie pour distraire l'ennemi, attendre des renforts anglais, n'importe quoi sauf affronter cette avalanche dans une bataille rangée. C'est du bon sens, c'est de la logique militaire, c'est de la survie. Mais Nuno Álvares Pereira se lève et prononce les mots qui ont changé l'histoire. Si Lisbonne tombe, tout le royaume tombe. Il vaut mieux mourir en portugais libre que vivre en esclave castillan. Et avec ces mots, il abandonne Abrantes en emmenant seulement ses 2000 hommes, prêts à affronter seul toute l'armée envahissante. Dom João Ier, voyant la détermination absolue de son connétable, prend la décision la plus courageuse de sa vie. Il abandonne tous les plans défensifs et suit Nuno. À Tomar, les armées se rejoignent. 7000 Portugais et 600 archers anglais contre la machine de guerre la plus puissante d'Europe. Nuno avait un seul avantage. Il connaissait chaque pierre, chaque ruisseau, chaque colline du territoire portugais. Il choisit méticuleusement le lieu de la bataille. Une colline près d'Aljubarrota, entourée de ruisseaux, avec un terrain irrégulier qui rendrait difficile les charges de cavalerie. Pendant la nuit, tandis que les Castillans dorment confiants, les Portugais travaillent comme des fourmis, creusant des fossés, érigeant des palissades, préparant des pièges,
C'était littéralement tout ou rien. La victoire signifiait la survie. La défaite signifiait l'extinction. Acte 4, l'aube de la bataille. Lever du jour du 14 août 1385. Dans le camp portugais, 7000 hommes font ce qui peut être leur dernière prière. Beaucoup écrivent des lettres d'adieu qui ne seront peut-être jamais délivrées. D'autres aiguisent leurs armes pour la 10e fois, plus par nervosité que par nécessité. Tous savent qu'ils sont sur le point d'affronter quelque chose qui défie toutes les lois de la guerre médiévale. Nuno Álvarez Pereira a passé toute la nuit à ajuster les détails de la formation militaire, la plus audacieuse jamais vue en Europe. Il a organisé sa petite armée dans une disposition qui semblait suicidaire pour les observateurs externes, mais qui était en réalité un piège extrêmement sophistiqué. À l'avant-garde, il a placé les meilleurs chevaliers portugais, mais avec une torsion révolutionnaire, tous démontés, combattant à pied comme une infanterie lourde. Sur les ailes, il a mélangé des archers anglais vétérans de la guerre de 100 ans avec des arbalétriers portugais. À l'arrière-garde, Dom joint premier avec les réserves. Mais le vrai génie était dans la formation. Le carré portugais, une tactique qui transformerait les règles de la guerre médiévale. Le matin, le spectacle terrifiant se déroule dans la plaine. 40 000 hommes couvrant tout l'horizon. Des étendards flottants. Des armures brillant au soleil. Le bruit des sabots sur la route romaine résonnant comme le tonnerre. C'est une vision qui ferait reculer n'importe quelle armée en panique. Juan Ier de Castille arrive sur le champ de bataille et ne peut presque pas croire ce qu'il voit. Les Portugais n'ont pas fui. Ils sont là, sur la colline, attendant. Pour lui, cela ressemble à une blague de mauvais goût. 7000 hommes défiant 40 000, cela ne vaut même pas la peine d'élaborer une stratégie complexe. Il ordonne une charge frontale massive menée par les meilleurs chevaliers français d'Europe. À 6 heures de l'après-midi, quand le soleil commence à décliner, commence ce qui peut être appelé la confrontation la plus inégale de l'histoire militaire médiévale. Acte 5. 30 minutes qui ont changé le monde. 2000 chevaliers français et castillans montent la colline au galop. Lance en arrêt. Cris de guerre résonnant dans les vallées. C'est le type de charge qui a détruit des armées entières pendant des siècles. Mais Nuno avait préparé des surprises désagréables. Les chevaliers ennemis, en arrivant au sommet de la colline, sont accueillis par une tempête de flèches des archers anglais. C'est une pluie de morts venue du ciel. Des dizaines tombent morts avant même d'atteindre les lignes portugaises. Les survivants, aveuglés par la fureur de la bataille, continuent d'avancer. Mais ils trouvent les palissades et les fossés creusés pendant la nuit. Les chevaux s'empalent sur les pieux. Les chevaliers sont renversés et écrasés par leurs propres compagnons qui viennent juste derrière. Ce qui devait être une charge triomphale devient un massacre. Et alors se produit la manœuvre qui a changé l'histoire de la guerre européenne. Exactement comme Nuno l'avait planifié dans les moindres détails, les ailes portugaises se déplacent comme les mâchoires d'un piège gigantesque, se refermant sur les attaquants pris au centre. Les chevaliers français, l'élite militaire d'Europe, se retrouvent encerclés de tous côtés, massacrés sans pitié par des soldats portugais, luttant pour leur propre survie. Ce qui s'est passé dans les minutes suivantes défie toute logique militaire de l'époque. Jean Froissart, le plus grand chroniqueur du Moyen-Âge, a écrit que la bataille n'a duré que 30 minutes. 30 minutes pour l'effondrement total de l'une des plus grandes forces militaires d'Europe. Avec l'avant-garde complètement détruite, le moral de l'armée castillane s'effondre instantanément. 40 000 hommes entrent en panique collective et commencent une fuite désespérée. Les soldats piétinent leurs compagnons. Ils abandonnent armes et étendards. Chacun court pour sauver sa propre peau. Juan Ier de Castille, voyant le désastre, n'hésite pas une seconde. Il monte sur le premier cheval disponible et galope vers Santarém, abandonnant complètement son armée. Le roi qui est venu détruire le Portugal fuit comme un lâche, laissant des milliers de ses hommes à la merci des Portugais furieux. Les Portugais ne gaspillent pas l'opportunité historique. Ils poursuivent les fuyards impitoyablement, transformant la retraite en carnage. Les chroniques parlent de 5000 Castillans tués, un nombre astronomique pour les standards médiévaux. Les ruisseaux qui entourèrent la colline se sont littéralement remplis de cadavres. Acte 6, Brite de Almeida, la légende. C'est à ce moment qu'entre en scène l'un des personnages les plus fascinants de l'histoire portugaise. Brite de Almeida,
la boulangère d'Al-Jubarrota, femme du peuple, grande, forte, connue pour son courage et son tempérament explosif. Selon la tradition, Brit a tué 7 soldats castillans fugitifs qui s'étaient cachés dans son four, en utilisant seulement sa pelle de boulangère comme arme. Vérité ou légende? Peu importe, Brit est devenu le symbole de la façon dont tout le peuple portugais, hommes, femmes, jeunes, vieux, s'est impliqué dans cette lutte désespérée pour l'indépendance. Elle représente l'âme d'une nation qui a préféré se battre jusqu'à la mort plutôt que d'accepter la domination étrangère. Acte 7. Les conséquences historiques. Le matin du 15 août, le champ de bataille offrait une vision qui resterait à jamais gravée dans la mémoire collective portugaise. Des milliers de corps couvraient la colline et les vallées alentours. La noblesse castillane était décimée. Tant de nobles sont morts que la Castille a décrété un deuil officiel pendant 2 ans entiers. Mais les conséquences de la bataille sont allées bien au-delà du nombre de morts. Le Portugal n'a pas seulement survécu, il a conquis le droit de définir son propre destin. Dom Juan Ier, le bâtard contesté, est devenu le roi incontesté, fondateur de la glorieuse dynastie d'Avis. Nuno Álvares Pereira est entré dans l'histoire comme l'un des plus grands génies militaires que le monde ait jamais vu. Ses innovations tactiques, l'utilisation combinée d'infanterie, d'archers et de fortifications de campagne, ont révolutionné l'art de la guerre européenne. Des siècles plus tard, il serait béatifié comme Saint Nuno de Santa Maria. L'alliance avec l'Angleterre, testée au feu de la bataille, en est sortie plus forte que jamais. En 1386, Dom Juan Ier a épousé Philippa de Lancastre, cimentant le traité de Windsor, qui est encore aujourd'hui l'accord international le plus ancien en vigueur dans le monde. Le Portugal, libéré de la menace castillane pour la première fois en décennies, a pu enfin se consacrer à ce qui changerait le monde pour toujours. Regarder vers la mer. Les fils de Dom Juan Ier et Philippa de Lancastre, en particulier l'infant Dom Henrique, qui serait connu comme le navigateur, mènerait l'expansion maritime qui conduirait les Européens aux 4 coins de la planète. Pensez à l'ironie historique. Si le Portugal avait perdu à Al-Jubarrota, il n'y aurait pas eu d'école de Sagres, pas de navigation portugaise, pas de découverte de la route maritime vers l'Inde par Vasco de Gama, pas de découverte du Brésil par Pedro Álvarez Cabral. L'histoire du monde serait complètement différente. En 1415, seulement 30 ans après Al-Jubarrota, les Portugais conquièrent Ceuta, dans le nord de l'Afrique, inaugurant l'ère des découvertes. C'était le premier pas d'un voyage qui mènerait les Portugais à créer le premier empire véritablement global de l'histoire. La langue portugaise, que Juan Ier de Castille voulait exterminer en 1385, s'est répandue sur 4 continents portés par les navigateurs. Aujourd'hui, plus de 280 millions de personnes parlent portugais dans le monde entier, du Brésil au Timor oriental, de l'Angola à Macao. Acte 8, l'héritage éternel. Dom Juan Ier, en gratitude pour la victoire miraculeuse, a fait construire le monastère de Batalha, l'un des chefs-d'œuvre de l'architecture gothique mondiale. Là sont enterrés lui, Dona Philippa et plusieurs de leurs enfants, y compris l'infant Dom Henrique. Le monastère est toujours debout, témoin silencieux de la façon dont 30 minutes peuvent valoir plus que des siècles. Le lieu exact de la bataille, au champ de Saint-Georges, est aujourd'hui un site archéologique fascinant. Les fouilles ont révélé les fossés et les pièges creusés par les Portugais, confirmant jusqu'au moindre détail des récits médiévaux. C'est l'un des champs de bataille anciens les mieux préservés d'Europe. Al-Jubarrota a prouvé quelque chose qui résonne encore aujourd'hui. Dans l'histoire, les nombres ne décident pas toujours de tout. Le courage, l'intelligence, la détermination, une cause juste, tout cela peut surmonter n'importe quel désavantage. Un peuple uni dans la défense de sa liberté a une force qu'aucune mathématique ne peut calculer. La bataille a également marqué la fin d'une ère dans la guerre médiévale. Les tactiques révolutionnaires de Nuno Álvares, infanterie battant la cavalerie, fortification de campagne, utilisation coordonnée de différents types de troupes, ont anticipé les transformations militaires des siècles suivants. 640 ans plus tard, Al-Jubarrota reste pertinent. Quand de petits pays font face à des défis gigantesques, quand des peuples luttent pour l'indépendance, quand il semble impossible de gagner contre des probabilités écrasantes. La leçon d'Al-Jubarrota résonne.
Ne sous-estimez jamais la force d'une nation qui lutte pour son âme même. Ces 30 minutes sur une colline portugaise n'ont pas seulement sauvé le Portugal. Elles ont changé le destin de la planète. Épilogue, la leçon universelle. Et c'est une leçon qui vaut pour tous les temps. Parfois, une demi-heure de courage peut valoir plus que toute une vie de prudence. Al-Jubarrota nous enseigne quelque chose de profond sur la nature humaine et le cours de l'histoire. Premièrement, que les probabilités ne sont pas le destin. 7000 contre 40 000. 5 contre 1. Les mathématiques disaient que c'était impossible. Mais les mathématiques ne prennent pas en compte le courage humain, la détermination, l'intelligence tactique et la volonté de survivre. Deuxièmement, que le génie peut vaincre la force brute. Nuno Álvares Pereira n'avait pas les nombres. Il n'avait pas l'équipement. Mais il avait quelque chose de plus précieux, un esprit brillant qui pouvait transformer chaque désavantage en avantage. Troisièmement, que l'unité nationale est une arme redoutable. Les Portugais d'Al-Jubarrota ne se battaient pas juste pour un roi ou pour des nobles. Ils se battaient pour leur langue, leur culture, leur identité même. Cette motivation collective créait une force que nulle armée mercenaire ne pouvait égaler. Quatrièmement, que les petites nations peuvent survivre face à de grands empires. Le Portugal de 1385 était minuscule comparé à la Castille. Mais il a non seulement survécu, il a prospéré. Il est devenu un... On ne pouvait pas imaginer qu'ils changèrent le destin de continents qu'ils ne connaissaient même pas. Mais chaque décision que nous prenons envoie des ondulations dans l'avenir. Enfin, que 30 minutes peuvent changer le monde. Nous vivons souvent comme si chaque moment était insignifiant. Mais l'histoire nous montre que parfois, une seule bataille, une seule décision, un seul acte de courage peut altérer le cours de l'histoire humaine. Les fils et petits-fils de ceux qui ont combattu à Al-Jubarrota ont navigué vers l'inconnu, ont découvert de nouvelles terres, ont créé de nouvelles routes commerciales, ont répandu la langue et la culture portugaise aux quatre coins du globe. Sans Al-Jubarrota, il n'y aurait pas eu de Brésil lusophone, pas d'empire portugais en Afrique, pas de présence portugaise en Asie. Le monde serait méconnaissable. C'est la vraie leçon d'Al-Jubarrota, jamais, jamais sous-estimer la puissance d'un peuple qui refuse de se rendre. Aujourd'hui, quand nous regardons une carte du monde et voyons des pays lusophones sur tous les continents, nous devrions nous souvenir de cette colline portugaise en 1385. Nous devrions nous souvenir de 7000 hommes qui ont refusé d'accepter l'inévitable. Nous devrions nous souvenir de Nuno Álvares Pereira, le génie militaire qui a transformé le désespoir en victoire. Nous devrions nous souvenir de Dom Juan Ier, le bâtard qui est devenu le fondateur d'une dynastie. Nous devrions nous souvenir de Bride de Almeida, la boulangère qui symbolise le courage de tout un peuple. Et nous devrions nous souvenir que l'histoire n'est jamais écrite d'avance, que les faibles peuvent vaincre les forts, que l'intelligence peut triompher de la force brute, que la détermination peut surmonter n'importe quel obstacle. Al-Jubarrota, 30 minutes qui ont sauvé une nation et changé le monde. Une demi-heure qui vaut plus que des siècles. Une bataille qui prouve que parfois, juste parfois, David peut vraiment vaincre Goliath. Et c'est une leçon qui résonnera pour toujours. Fin. L'histoire de la guerre la plus légendaire d'une petite nation, mais au cœur de tout cela se trouve la transformation du Portugal. D'un royaume condamné à l'extinction, en un empire qui a façonné le monde moderne. Mais cette histoire est bien plus que cela. C'est une histoire de courage et de désespoir, de génie et de sacrifice, d'unité nationale et de détermination. Elle parle du refus d'accepter la défaite, de la volonté de se battre contre toute probabilité, et de la façon dont 30 minutes peuvent valoir plus que toute une vie. Plus de 600 ans après, elle reste aussi puissante qu'elle l'a toujours été, parce qu'en son essence, elle parle de ce que signifie être humain, de toutes les émotions, contradictions et luttes que, indépendamment du temps ou du lieu, nous continuons tous d'affronter.
chevalier,